Jusqu'à présent, il y a eu un cessez-le-feu de 2 semaines entre l'Iran et les États-Unis. Le cessez-le-feu est censé se terminer demain et en ce moment, les Américains sont allés à Islamabad pour négocier un éventuel traité de paix. Les Iraniens peuvent y aller, ils peuvent ne pas y aller, nous ne savons pas encore. Il est tout à fait possible que les Iraniens aillent à Islamabad et il est tout à fait possible qu'ils négocient un cessez-le-feu, un traité de paix qui met fin à la guerre. Mais malheureusement, cette guerre ne prendra pas fin. Donc beaucoup de gens croient que cette guerre est juste parce que Donald Trump a décidé de faire la guerre à l'Iran pour une raison quelconque. Mais ce n'est pas vrai. Cette guerre en Iran fait en réalité partie d'une vision stratégique plus large que les États-Unis ont pour. Et aujourd'hui, je veux expliquer pourquoi c'est le cas et comment cette guerre va progresser. Mais d'abord, je veux examiner certains événements récents de ces 2 dernières semaines. Une des grandes nouvelles de ces 2 dernières semaines est qu'il y a beaucoup de raffineries de pétrole qui sont en feu. Elles ont été en feu. Donc même si le monde a été coupé de 20% de l'énergie du Moyen-Orient, il y a beaucoup de raffineries de pétrole qui sont en train d'être détruites. Donc cela vient de Russie et c'est en fait la plus grande raffinerie de pétrole de Russie. Comme vous pouvez le voir, c'est assez étendu, d'accord? C'est pas la Russie. Il y a en fait beaucoup d'endroits. Donc c'est le Myanmar et ce sont 10 pétroliers. Donc il y a beaucoup de raffineries de pétrole qui sont en train d'être détruites en ce moment. Nous ne savons pas pourquoi cela se produit, mais il y en a beaucoup. Et il y a déjà eu plus de 50 raffineries de pétrole qui ont été en feu ces 45 derniers jours. Une autre chose qui se passe est que même s'il y a un cessez-le-feu en vigueur, les Américains ont imposé un blocus sur l'Iran. Et les Américains ont intensifié la situation en abordant et en prenant essentiellement le contrôle d'un navire iranien revenant de Chine. D'accord. Alors regardons quelques images. Ce qui s'est passé, c'est que le navire iranien revenait de Chine et les Américains soupçonnaient que le navire transportait du carburant important et des composants pour des missiles balistiques. Les Américains ont essayé d'aborder le navire. Le navire ne s'est pas arrêté. Les Américains ont tiré sur le moteur et ensuite ils ont abordé le navire avec des forces spéciales. Et cela serait considéré comme un acte de piraterie. Et avant le secrétaire à la guerre, Peter Hegseth, il s'est plaint que vous devez laisser les navires naviguer librement dans les mers. Mais il a aussi dit qu'il était probablement acceptable que les Américains volent des navires. Pour être clair, menacer de tirer des missiles et des drones sur des navires commerciaux qui transitent légalement dans les eaux internationales. C'est pas du contrôle, c'est de la piraterie, c'est du terrorisme. D'accord, donc vous comprenez. Donc le fait que l'Iran ait fermé ses mouvements et s'entraîne à attaquer des navires avec des drones et des missiles balistiques, c'est mal, c'est de la piraterie. À moins que les Américains ne fassent cela. D'accord? À moins que les Américains ne fassent cela. Le pétrole prend note de cela et cela continue parce que 2 pétroliers, 2 pendant la nuit, ont été saisis par les États-Unis d'Amérique. Sans État ou sanctionnés, parce que le blocus pétrolier, la quarantaine du pétrole des navires non sanctionnés ou sans État, cette pression continuera comme l'a souligné le secrétaire Rubio, donc comme vous l'avez vu, d'accord? Donc cela a-t-il du sens? Il est mal pour le monde d'être des pirates et de saisir des navires. Mais il est acceptable pour les États-Unis de faire cela parce que les États-Unis. D'accord. Donc cette guerre ne se passe pas bien pour les États-Unis, c'est Rick Scott et il est sénateur de Floride. Il explique que peu importe si la guerre ne se passe pas bien pour les États-Unis, car ce qui se passe, c'est que nous faisons du mal à la Chine, et c'est ce qui est important. D'accord. Comment ressentez-vous la guerre en Iran, qui est en quelque sorte en cessez-le-feu en ce moment? Comment pensez-vous que cela se passe? Mettre fin à cela, sortir de là maintenant? Ou pensez-vous qu'il y a plus à faire là-bas? Je pense que j'apprécie que Trump essaie de se débarrasser des armes nucléaires. Je ne veux pas mourir. Je veux dire, cet apaisement des tyrans, je ne sais pas si dans votre vie cela a fonctionné pour vous. Cela n'a jamais fonctionné pour moi. Et donc ils voulaient nous tuer. Donc ils se rapprochent d'une position pour nous tuer. Et ils ont essentiellement tué des Américains. Donc je pense que ce que Trump a fait est la bonne chose. Maintenant, dans une position où ils n'ont pas la capacité de faire des armes nucléaires ou des missiles balistiques. Je pense que c'est là où nous devons aller. Je ne sais pas quelle sera la bonne approche. Je pense que bloquer le détroit d'Ormuz est bien de mon point de vue. Si aucun pétrole ne va jamais en Chine à nouveau et que leur économie est détruite, ce serait un jour vraiment merveilleux pour moi. D'accord, vous comprenez, les Américains peuvent perdre cette guerre, mais si le résultat final est que la Chine ne reçoit plus de pétrole du Moyen-Orient et que l'économie est détruite, cela en vaut la peine. D'accord? Même maintenant, même à ce stade tardif, nous sommes à environ 50 jours dans cette guerre. Les Américains n'ont pas encore expliqué pourquoi cette guerre a commencé en premier lieu. Donc c'est Karen Limit, et
elle a été interrogée par un journaliste, encore une fois, sur... Il a dit hier, pour la première fois, qu'il devait frapper l'Iran, parce qu'il croyait que l'Iran allait frapper des cibles américaines dans les 7 jours, et ensuite, il a réduit cela. D'où tient-il cela? Eh bien, c'est pas la première fois que le président dit qu'il a choisi de lancer l'opération Epic Fury parce qu'il avait l'impression que l'Iran allait frapper les États-Unis et nos actifs. Encore une fois, j'ai abordé cela lors du dernier briefing, que le président avait basé sur des faits qui lui ont été fournis. Donc c'était un sentiment basé sur des faits. Et c'est pourquoi Trump a commencé cette guerre. Trump lui-même a donné des signaux contradictoires. Il a aussi dit que cette guerre allait continuer. D'accord? Donc il change tous les jours. Nouvelle, il y a 20 minutes, mais cela semble très bien se passer au Moyen-Orient avec l'Iran. Nous le saurons dans un peu de temps. Nous négocions ce week-end. Et comme vous le savez, le blocus a été très réussi. Et un succès égal a été les 5 semaines avant le blocus. La combinaison est assez létale, je dirais. Donc il dit que cette guerre se passe très bien, nous devrions avoir un cessez-le-feu bientôt, d'accord. Et puis être une heure plus tard, il dit « Oh, je pense que je dois larguer des bombes sur l'Iran ». Donc il y a beaucoup de signaux contradictoires venant de Trump. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, ce que je veux vous argumenter aujourd'hui, c'est que vous devez ignorer ces signaux et vous concentrer sur la stratégie américaine plus large dans cette guerre. Et une fois que nous comprenons la stratégie, alors il est très facile pour nous de comprendre comment cette guerre va progresser au cours des prochaines années. D'accord? Parce que cette guerre ne va pas se terminer bientôt, ce ne sera pas quelques mois, cela prendra probablement quelques années. Et honnêtement, cela pourrait prendre 10 ou 20 ans. D'accord, alors regardons quelques autres nouvelles. Donc comme je l'ai mentionné précédemment, les raffineries de pétrole sont sabotées, soit par accident, soit intentionnellement. Ce que cela nous dit, c'est que dans les 45 derniers jours, il y a eu au moins 45 incidents enregistrés dans le monde de raffineries de pétrole étant mis à feu. D'accord? Donc l'Iran a été bombardé par les Israéliens, et ensuite les Israéliens ont répondu en attaquant le Qatar, la Russie est attaquée par l'Ukraine, et le gros, c'est qu'en Australie à Geelong, l'une des raffineries a été mise à feu, et il pré-accident. C'est important car l'Australie n'est pas en guerre, mais l'Australie a besoin de pétrole. D'accord? Donc en ce moment, l'Australie est dans beaucoup de problèmes. La Roumanie, Bucarest a été touchée, l'Inde a été touchée, Marmara a été touchée. Monde, il y a ces incendies qui se produisent, détruisant l'approvisionnement en pétrole du monde. Alors pourquoi cela se produit-il? Et qui fait cela, nous ne savons pas. Et honnêtement, nous le saurons peu, être jamais. Mais pour trouver la réponse, vous vous demandez toujours trois choses, les moyens, le mobile et l'opportunité. Et donc à partir de cela, vous pourriez comprendre que la majorité de ces incendies sont allumés, sont délibérément allumés, afin de réduire l'approvisionnement en pétrole du monde. Et les personnes qui peuvent faire cela sont les Russes ou les Américains. D'accord? L'un de ces deux, c'est probablement les deux. Mais nous ne savons pas encore avec certitude. D'accord? Cette guerre, comme nous en avons discuté précédemment, a déjà un impact énorme sur l'économie mondiale. Donc le soufre a augmenté de 57%. Le soufre est important pour la fabrication des engrais ainsi que pour les microprocesseurs. D'accord? Le carburant pour avion a augmenté de 52%. Donc, d'accord, et Donald Trump continue de menacer les Iraniens et dit que si vous continuez à fermer le détroit de Humus, alors nous négocierons avec des bombes, en gros, d'accord, plus de Monsieur Gentil, et honnêtement, ce qu'il dit, États-Unis ne perdent rien. En fait, de nombreux navires se dirigent en ce moment vers le Texas-Louisiane, Alaska. Les commentaires de l'IRGC ont toujours voulu être le dur, d'accord. Donc nous sommes ceux qui bénéficions de cette guerre. Donc nous n'avons rien. Donc une autre chose à laquelle je veux que vous prêtiez attention est la façon dont l'Amérique se dirige vers une économie de guerre. D'accord? Donc le Pentagone a été pour parler avec General Motors et Ford pour fabriquer des munitions, des drones et du matériel militaire. C'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Amérique est passée à la guerre totale. Il y a des usines qui fabriquaient des voitures, qui fabriquaient maintenant des chars. Mais sachant cela, Trump a également annoncé quelque chose appelé une loi sur la production de permet essentiellement au gouvernement de subventionner des entreprises privées dans la fabrication d'armes.
D'accord? Donc ces entreprises générales, Motors, Ford, elles peuvent gagner beaucoup d'argent à cause de cette guerre. C'est quelque chose à garder automatiquement enregistré pour la conscription. D'accord? Donc il est très probable que l'Amérique introduise bientôt la conscription nationale et force les jeunes hommes à aller se battre au Moyen-Orient actuellement. Budget du Pentagone est de 1 trillion de dollars. L'année prochaine, il sera de 1,5 trillion de dollars, augmentation de 50%. D'accord? Et nous pouvons nous attendre à ce que l'année suivante, il pourrait être de 2 trillions de dollars plus les anciens en train de se diriger vers une économie de guerre. D'accord? Ils se préparent à ce que nous appelons la guerre totale. Lorsque l'économie se dirige vers la fabrication d'armes et de munitions. D'accord? Une autre chose qui se passe et à laquelle vous devriez faire attention est le fait qu'il y a très peu d'opposition. En fait, il n'y a pas d'opposition à Donald Trump combattant cette guerre en Iran. Promouvoir des messages anti-guerre ou essayer de l'empêcher de plonger l'Amérique dans une autre guerre éternelle au Moyen-Orient. Au lieu de cela, les démocrates font tout leur possible pour ne rien faire. Donc récemment, au Congrès, ils ont eu un vote sur la question de savoir s'il fallait ou non restreindre la capacité de Trump à mener cette guerre. D'accord? Et il y avait 4 républicains qui n'ont pas voté et un républicain qui a voté faveur. Oui, nous allons restreindre les pouvoirs de guerre de Trump. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'un démocrate, juste un démocrate, a décidé « je veux changer mon vote en non ». Donc, maintenant, cela devient 214 à 213. D'accord? Comprenez-vous les gars, tout cela est un théâtre politique. Vous comprenez que c'est tout démocrate aurait voté non. Si 10 républicains avaient voté, oui, oui, alors 10 démocrates auraient voté non. Vous comprenez que les démocrates ne s'opposent pas à cette guerre, ils font tout leur possible pour soutenir cela. Donc, la question, alors, et pourquoi cela se produit-il? Pourquoi l'Amérique se dirige-t-elle vers une économie de guerre? Pourquoi les démocrates sont-ils si favorables à cette guerre? Et la réponse à 2026, et c'est le plan directeur de la façon dont le Pentagone mènera des guerres pour les 5 à 10 prochaines années. C'est une stratégie derrière la guerre en Iran. Et donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons lire certaines parties ensemble vont se stratégiquement sur le monde à l'avenir. D'accord? Donc pourriez-vous m'aider à lire? S'il vous plaît, merci. Pendant trop longtemps, le gouvernement américain a négligé, voire rejeté. Ces anciens dirigeants ont négligé et souvent activement sapé notre éthique de guerrier et notre rôle irremplaçable militaire dans la lutte pour gagner et ainsi dissuader les guerres qui comptent vraiment pour notre peuple. Par conséquent, le président Trump est entré en fonction avec la nation au bord de guerres désastreuses pour lesquelles nous n'étions pas préparés. D'accord? Donc certaines choses à garder à l'esprit, d'accord? L'intérêt concret, l'ordre international basé sur des règles où les mondialistes, avant, l'Amérique finançait des guerres pour leur nation, ou pour l'Europe, ou pour le Japon. Nous devions mener des guerres pour l'Amérique. D'accord? Et la dernière chose est l'idée de saper notre éthique, de guerrier, éthique de guerrier. Ce que cela signifie, c'est qu'avant, l'Amérique était fondée par trop de règles. D'accord? Ce qu'ils appellent des guerres d'engagement. Warrior ethos. What this means is that before America was founded by too many rules. Ok, d'accord, ou fondamentalement éviter les crimes de guerre, vous n'étiez pas autorisé à tuer des civils, vous aviez besoin de permission pour mener des guerres, et ce que cela dit, c'est que tant pis, d'accord, tant pis pour les règles d'engagement, nous devrions juste mener des guerres pour... Cela signifie que nous faisons tout ce qui est nécessaire pour gagner des guerres, d'accord? Donc, c'est ce que dit le premier paragraphe ici, c'est une nouvelle vision du pouvoir américain. Avant, c'était une question d'idéaux. Maintenant, c'est une question d'intérêt. Avant, c'était une question de règles d'engagement. Maintenant, l'éthique de l'inquiétude, d'accord, s'il vous plaît, continuez à lire, mettant courageusement les Américains en premier pour vraiment rendre l'Amérique grande à nouveau. Sous sa direction, les États-Unis ont la plus forte, la plus létale et la plus capable armée du monde. En effet, la plus puissante armée que ce monde ait jamais vue. Le département ne sera plus distrait par... Et la construction de nations, au lieu de cela, nous mettrons les intérêts pratiques et concrets de notre peuple en premier. Nous soutiendrons une politique de paix réelle par la force. Nous serons l'épée et le bouclier pour dissuader la guerre avec l'objectif. C'est d'accord.
Donc la phrase importante ici est que nous soutiendrons une politique de paix réelle par la force. Ce que cela signifie, c'est que nous serons si puissants, nous serons si invincibles, nous serons si intrépides que nous inspirerons la peur chez les autres. Ils auront si peur de nous combattre et donc nous aurons la paix. D'accord? Donc c'est l'idée de l'hégémonie, la paix par la force, la paix par le pouvoir. Nous devons démontrer que nous sommes invincibles. Quand les gens ont peur de nous, c'est là que les gens nous obéiront. Quand les gens nous obéissent, c'est là que nous aurons la paix. D'accord? Cela ne signifie pas l'isolationnisme, au contraire, cela signifie un focus et une approche véritablement stratégique face aux menaces auxquelles notre nation est confrontée et comment les gérer au mieux. Cette approche, pour servir les intérêts des Américains, comme l'articule la stratégie de sécurité nationale, le président Trump a avancé, d'accord, donc cela ne signifie pas l'isolationnisme, c'est à propos de la meilleure façon de les gérer. Donc l'idée ici est que l'Amérique s'engageait trop dans trop de guerres à l'étranger, elle était trop dispersée, l'Amérique se concentrera maintenant, cela signifie diviser et conquérir, d'accord, diviser et conquérir, diviser et régner, d'accord, je vais expliquer cela au fur et à mesure, d'accord. Donc voici les 4 intérêts stratégiques des États-Unis, d'accord, défendre la patrie et veiller à ce que nos intérêts dans l'hémisphère occidental soient protégés. Nous allons dissuader la Chine et l'Indo-Pacifique par la force, pas par la confrontation. Nous allons augmenter le partage du fardeau avec nos alliés et partenaires à travers le monde, et nous allons reconstruire la base industrielle. La renaissance du président, d'une fois par siècle, de l'industrie américaine. En avant, et déjà nous voyons que les Américains font cela. D'accord? Donc nous construisons la base industrielle de défense des États-Unis, d'accord? Cela signifie fondamentalement des usines et des ressources. D'accord? S'assurant que l'Amérique devienne l'arsenal de la démocratie, protéger ses intérêts ainsi que protéger ses alliés, nous allons augmenter le partage du fardeau avec nos alliés et partenaires à travers le monde, d'accord? Cela signifie fondamentalement qu'à partir de maintenant, nous sommes le patron et vous faites ce que nous vous disons de faire, d'accord? À partir de maintenant, nous allons ordonner au Japon, à la Corée du Sud, à l'Europe, à l'OTAN, de faire ce qu'ils doivent faire pour protéger notre pouvoir et c'est que nous allons dissuader la Chine dans l'Indo-Pacifique par la force, pas par la confrontation. Nous ne voulons pas détruire la Chine, nous ne voulons pas blesser la Chine, mais nous avons besoin que la Chine nous obéisse. Et la façon de le faire est de contenir la Chine, d'étrangler la Chine, le Japon. Donc à l'avenir, la Chine et le Japon s'équilibreront, et cela nous permettra de régner sur eux, n'est-ce pas? À l'avenir, nous, l'Amérique, allons vendre des ressources, des armes et du financement à la fois à la Chine et au Japon alors qu'ils se concurrencent. Nous allons contenir la Chine et ensuite l'idée que nous allons défendre la patrie et veiller à ce que nos intérêts dans l'hémisphère occidental soient protégés, d'accord? Donc fondamentalement cela signifie que tout ce que nous voulons dans l'hémisphère occidental, si vous voulez venir dans l'hémisphère occidental, vous avez besoin de notre permission. Si vous, la Chine ou la Russie, vous voulez entrer dans l'hémisphère occidental, vous devez, une chose vraiment importante, la patrie fédérale signifie fondamentalement un État policier. Avant, l'Amérique était trop libre et donc l'Amérique était trop faible. L'exemple est la guerre du Vietnam. Quand la guerre n'a pas été perdue au Vietnam, la guerre a été perdue à la maison parce que vous aviez trop de jeunes hommes protestants dans les rues, trop de rebelles. Voulons gagner des guerres. Si nous voulons projeter la force, si nous voulons créer la paix dans le monde, nous devons nous assurer que notre front intérieur est sécurisé. D'accord? Et cela signifie plus au fur et à mesure. Donc maintenant, passons à la Chine. D'accord? Donc, pouvez-vous lire, je vais dissuader la Chine et l'Indo-Pacifique par la force, pas par la confrontation. Le président Trump recherche une paix stable, un commerce équitable et des relations respectueuses avec la Chine. Et il a montré qu'il était prêt. Le président Trump a également montré à quel point il est important de négocier depuis une position de force et il a chargé Dow en conséquence, conformément à l'approche du président. Dow cherchera donc à ouvrir une plus large gamme de communication militaire à militaire avec l'armée populaire de libération, en mettant l'accent sur le soutien à la stabilité stratégique avec Pékin, ainsi que sur la désescalade et la déconfliction plus généralement, mais nous serons également lucides et réalistes quant
à la vitesse, à l'échelle et à la qualité de l'accumulation militaire. Ce faisant n'est pas de dominer la Chine, ni de l'étrangler ou de l'humilier. Plutôt notre objectif est simple. Empêcher quiconque, y compris la Chine, de pouvoir nous dominer, nous ou nos alliés, en essence, établir les conditions militaires nécessaires de pouvoir l'Indo-Pacifique qui permet à nous tous de profiter d'une paix décente. À cette fin, comme le dirige la NSS, nous allons ériger une forte défense de déni le long de la première chaîne d'îles. Nous allons également encourager et permettre aux alliés et partenaires. Ce faisant, nous allons renforcer la dissuasion par le déni afin que toutes les nations reconnaissent que leurs intérêts sont mieux servis par... Et la retenue, d'accord? Donc encore une fois, c'est un plan très clair, d'accord? Ce que cela dit, c'est que nous allons négocier avec la Chine, nous allons être amis, nous devons le faire depuis une position de force. Et donc, qu'est-ce que embargo la Chine? D'accord? Comment pouvons-nous embargo la Chine? À travers la première chaîne d'îles, n'est-ce pas? La première chaîne d'îles est le Japon, Taïwan, les Philippines, n'est-ce pas? Donc, si vous embargo la Chine, cela signifie que la Chine ne peut pas accéder. Donc, si vous embargo la Chine n'a d'autre choix que de vous obéir. Vous négociez une position de force. L'autre chose est que nous allons permettre aux alliés régionaux clés, et cela serait bien sûr le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, n'est-ce pas? Et cela crée l'avenir de Malacca. Nous allons avoir ces nations défier la suprématie chinoise, créer, équilibrer un équilibre de pouvoir en Asie de l'Est. Et une fois cet équilibre de pouvoir créé, ils dépendent tous de nous, les États-Unis, car nous avons de l'énergie, nous avons de la nourriture, nous avons des armes, nous avons du financement. D'accord? Veulent faire, et ils le font déjà très bien. Donc, c'est une conclusion, d'accord? Iveri, pouvez-vous lire, s'il vous plaît, en prenant notre navire du précipice d'une guerre mondiale il y a tout juste un taux, mène maintenant une ère définie par la mise des Américains en premier de manière pragmatique et concrète. Nous ne gaspillerons plus les ressources et même les vies des Américains dans des aventures folles et grandioses à l'étranger, mais nous ne reculerons pas. Au contraire, nous allons sans honte donner la priorité aux Américains comme un intérêt concret avec une approche de réalisme flexible. Nous allons restaurer l'éthos guerrier, nous allons recentrer l'armée, les guerres de la nation de manière décisive. En faisant cela, comme le président Trump l'a si mémorablement souligné, notre but ne sera pas l'agression ou la guerre perpétuelle, plutôt notre objectif est la paix. La paix est le plus grand bien, mais pas une paix qui sacrifie la sécurité, les mérite une paix noble et fière. Heureusement, cette paix est compatible avec les intérêts de nos potentiels adversaires s'ils gardent leurs exigences raisonnables et limitées. Nous ne demandons pas leur humiliation ou leur soumission, plutôt nous demandons, et ceux de nos alliés et partenaires qui se tiennent fermement à nos côtés. Si nous pouvons tous reconnaître cela, nous pouvons atteindre un équilibre de pouvoir flexible et durable entre nous et la paix, mais nous, au département de la guerre, serons prêts si savons que souhaiter une paix décente n'est pas la même chose que de la porter. Ainsi, si nos adversaires potentiels sont assez imprudents pour rejeter nos offres pacifiques et choisir le conflit à la place, les forces armées américaines seront prêtes à se battre et à gagner les guerres de la nation de manière à ce que cela ait du sens pour les Américains, afin d'assurer que cela... La stratégie garantira que nous voyons les choses et les choix que nous devons faire clairement. Nous allons donner la priorité à l'adresse des menaces les plus conséquentes et graves pour les intérêts des Américains. Nous allons réorganiser notre réseau d'alliés et de partenaires, apporter l'épée la plus aiguisée et la plus redoutable, mais à préparer à offrir la branche d'olivier. D'accord? Dit, c'est cela, obéissez-nous. Et il y aura la paix, défiez-nous, et il y aura la guerre. D'accord? L'idée clé est que nous allons donner la priorité à l'adresse des menaces les plus conséquentes et graves pour les intérêts des Américains. D'accord? Désolé, pouvez-vous donner cela? D'accord? Donc je veux vous montrer ce que cela signifie. En gros, cela signifie que, à partir de maintenant, l'Amérique adoptera une nouvelle stratégie. D'accord, très bien. Donc si ce cessez-le-feu ne fonctionne pas et que... Alors nous nous attendons dans le deuxième round que les combats deviennent beaucoup plus graves. D'accord? Donc, les Américains commenceront à cibler les infrastructures civiles, y compris les ponts, les universités, les réservoirs, les centrales électriques, les usines de désalinisation. En gros, cela plus d'infrastructures énergétiques.
D'accord? Donc ce qu'il a fait maintenant, c'est essentiellement fermer le détroit d'Ormuz, mais il peut aussi fermer la mer Rouge, d'accord? Et ils peuvent aussi cibler pipelines. En gros, cela peut mettre hors ligne un tiers de l'approvisionnement énergétique mondial et cela provoquerait bien sûr une dépression économique. D'accord? Malheureusement, la stratégie de sécurité nationale des États-Unis ne se soucie pas. Vraiment, si vous lisez simplement la stratégie de sécurité nationale, ils ont déjà pris cela en compte et ils ne se soucient pas vraiment. Donc l'idée est de donner la priorité aux intérêts stratégiques. Et ce que cela signifie essentiellement, c'est que l'Amérique a la plus grande marine du monde, personne d'autre n'est proche, et donc tout ce qu'ils font, point de choc du monde, et le monde doit se plier à la volonté de l'Amérique. D'accord? Cela a-t-il du sens si vous voulez commercer? Alors vous devez dépendre de la générosité américaine. D'accord? Donc déjà, ce qui se passe, c'est que cette zone est en train d'être fermée, mais d'autres zones aussi. Donc l'Amérique exerce plus de contrôle sur le canal de Panama. D'accord? En gros, l'hémisphère occidental est sous quelque chose appelé la doctrine de Monroe. La doctrine stipule essentiellement que l'Amérique peut faire ce qu'elle veut. Hémisphère occidental, vous voulez venir ici, et commercer, vous devez passer par nous. La Chine dépend de beaucoup de ressources de l'hémisphère occidental, surtout d'Amérique du Sud. D'accord? Ici, quelque chose appelé le triangle du lithium, produit agricole à la Chine. Donc ce que Trump dit, c'est que, et à l'avenir, vous allez commercer ici, la Chine, vous devez passer par nous. D'accord? Donc vous embarguez essentiellement l'hémisphère occidental de la Chine. Ici se trouvent quelques points de choc le plus important au monde, surtout pour l'Asie de l'Est, car comme vous pouvez le voir, le Moyen-Orient, s'il doit accéder à la Corée du Sud, à la Chine et au Japon, doit passer par le détroit de Malacca. Mais devinez quoi les gars, tout passe par le détroit de Malacca. Et c'est important car les États-Unis ont signé un accord avec l'Indonésie. Donc ce que nous pouvons attendre, c'est que les armées américaines et indonésiennes commenceront à coopérer de plus en plus. C'est un mouvement. Et la raison en est que l'Amérique se dirige vers la création de la première chaîne d'îles, en gros 1000 d'îles afin de dissuader la Chine d'embargo. En gros, ce que nous voyons aussi, c'est que le Japon se remilitarise rapidement, il signe plus d'accords avec l'Australie et d'autres nations, d'accord, ils mettent plus d'armes. Tout cela est encouragé par les États-Unis comme un moyen de dissuasion contre la Chine. Encore une fois, c'est vraiment important. L'Amérique ne veut pas détruire la Chine. Elle ne veut pas juste humilier la Chine. Elle veut contrôler la Chine. Car l'économie chinoise est encore très forte et puissante et l'Amérique veut s'assurer que les Chinois achètent plus de dollars américains. D'accord? Donc il est tout à fait possible que ce qui va se passer, c'est que les Chinois n'auront d'autre choix que d'acheter de l'Amérique, d'accord, surtout de l'énergie. Tout l'hémisphère occidental appartient à l'Amérique et vous voulez commercer avec l'hémisphère occidental, alors vous devez signer un accord commercial avec l'Amérique, d'accord? Ce que l'Amérique fait aussi, qui est vraiment important, c'est qu'elle prévoit de prendre le contrôle du Groenland. D'accord? Je pense que sur le Groenland, vous bloquez l'accès. La Chine et la Russie ne peuvent pas accéder à l'hémisphère occidental avant l'Arctique. Vous prenez aussi le contrôle de l'Arctique, d'accord? Et il y a beaucoup de minéraux et de pétrole dans l'Arctique aussi, d'accord? Le détroit de Gibraltar est aussi un autre point de choc stratégique. Et l'Amérique a décidé de traiter avec le Maroc pour renforcer la coopération, d'accord? Donc, je peux voir ce que fait l'Amérique, c'est quand il parle d'intérêts stratégiques, de donner la priorité aux intérêts stratégiques. Ce qu'ils veulent dire, c'est exercer un pouvoir contrôler le commerce mondial, d'accord? Ils ne vont pas contrôler l'ensemble de l'océan car c'est beaucoup trop grand, mais s'ils contrôlent certains points de choc comme le Moyen-Orient et le détroit de Malacca, c'est probablement suffisant, d'accord? Le but est d'amener la Chine à se soumettre. Le but est de contrôler la Chine, pas de détruire la Chine. Pas de détruire la Chine, d'accord, c'est important, car si vous voulez devenir une grande puissance dans le monde, vous devez commercer efficacement. Donc la Russie a quelque chose appelé le corridor nord-sud, comme vous pouvez le voir, traverse l'Iran, d'accord? L'Iran est très important pour le corridor nord-sud russe, et c'est pourquoi les États-Unis attaquent l'Iran, et c'est pourquoi les États-Unis n'arrêteront jamais d'attaquer l'Iran, parce que tant que l'Iran étant, la Russie peut commercer avec le monde, mais si l'Iran est détruit, il y a trop, cette région entière est bloquée à la fois par la Russie et la Chine, d'accord? La Russie va appeler l'initiative Belt and Road, comme vous pouvez le voir sur une carte. Le centre de l'initiative Belt and Road,
et bien sûr l'Iran, d'accord? Si la Chine veut accéder à l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient doivent passer par l'Iran ou passer par la mer, le détroit de Malacca, mais comme déjà dit, la prochaine étape pour l'Amérique est de fermer également le détroit de Malacca. Où allez-vous? Eh bien, vous allez dans l'hémisphère occidental, mais c'est le territoire américain, d'accord? Oui, vous pouvez commercer avec la Russie, vous pouvez commercer avec la Russie, vous pouvez faire cela, mais ce n'est pas suffisant pour votre économie. Ça n'a pas de sens. Environ 20% de son pétrole de la Russie peut être que la Russie peut fournir 30% ou 40% au maximum. C'est très optimiste, mais vous avez besoin. Mais où obtenez-vous les autres 50%, 60%, d'accord, de pétrole? Alors vous êtes contraint d'acheter aux États-Unis, d'accord? Si vous êtes contraint d'acheter aux États-Unis, les États-Unis peuvent fixer le prix, ils peuvent imposer des conditions, ils peuvent vous dicter des conditions et ce que les acheter en dollars américains, d'accord? Et cela sauve leur économie, n'est-ce pas ça? Comme vous pouvez le voir, la Chine est complètement entourée par des bases militaires américaines au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, même en Indonésie et en Malaisie, aux Philippines. La Chine est complètement entourée, d'accord? Et c'est le détroit de Malacca. C'est un point de congestion majeur, et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas si difficile pour l'Amérique de couper ce point de congestion, n'est-ce pas? Vous voyez combien de commerces passent par le détroit de Malacca, vous pouvez voir combien de bases américaines sont ici, et cela, et vous pouvez voir que l'Angola, mais c'est très important, les Américains ont récemment annoncé un blocus naval dans l'océan Indien. D'accord? Donc c'est un peu votre route aussi. Donc si vous êtes la Chine, oui, vous pourriez compter sur la Russie et la Chine, et vous pouvez le développer, mais cela va vous prendre 1-0, 2-0 ans, et ensuite que faites-vous pendant les 10 prochaines années? N'est-ce pas? Vos gens ont besoin de nourriture à manger, vous avez besoin d'énergie pour alimenter vos usines, et donc, année, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler avec les États-Unis, et c'est ce que Trump veut dire par négocier depuis une position de force, parce que vous pouvez fixer des conditions, vous pouvez forcer la Chine à accepter les conditions que vous voulez, et honnêtement, si vous... la Chine peut le fait, l'hémisphère occidental, le fait d'accord, parce que l'hémisphère occidental est en paix. Donc tant que l'hémisphère occidental maintient une forteresse, d'accord, signifiant que personne ne peut attaquer l'hémisphère occidental. Alors l'hémisphère occidental, de cela qu'il s'agit, les gars, d'accord? Il s'agit de créer des conflits dans le monde afin que les États-Unis puissent maintenir leur empire. La façon dont ils maintiennent leur empire est en maintenant leur contrôle sur le commerce mondial, d'accord? Et l'idée que l'Amérique à l'avenir fournira au monde des ressources énergétiques, des armes et du financement, signifiant que nous vous prêtons en fait l'argent pour acheter ces choses aussi. Et comment appelons-nous ces choses? Des dollars américains. Et donc cela a très bien fonctionné dans les années 1950, d'accord, le plan Marshall, même idée, où l'Amérique fabriquait des produits et prêtait de l'argent à l'Europe pour acheter des produits américains. Même concept ici où à l'avenir le monde est en guerre, les gens sont pauvres, mais c'est d'accord parce que vous prêtez de l'argent pour acheter des ressources énergétiques et des armes américaines, d'accord? Et les usines américaines vont se développer. L'Amérique sera à nouveau grande, rendre l'Amérique, grande à nouveau, d'accord, d'accord. Mais pour que ce plan fonctionne pleinement, l'Amérique a besoin de 3 choses, d'accord? De créer un service national, cela a du sens, les gars, parce que vous avez besoin de soldats pour maintenir les intérêts fondamentaux de l'Amérique. D'accord? Donc, quelle que soit la nation qui vous défie, vous allez attaquer. D'accord? L'objectif est que la Russie et l'Europe se battent l'un contre l'autre. L'objectif est que la Chine et le Japon se battent constamment l'un contre l'autre. Vous avez besoin que l'Iran se batte constamment avec le CCG et Israël. D'accord? Donc, vous avez ces 3 grands conflits dans le monde, mais s'il y a une nation qui est en paix, eh bien, vous devez créer des conflits. D'accord? Peut être en Afrique. Vous voulez également contrôler l'hémisphère occidental, donc vous avez besoin de soldats pour aller conquérir des nations qui vous défient. D'accord? Donc la première chose dont vous avez besoin est un service national. D'accord? La deuxième continuité de l'agenda, que signifie cela? Cela signifie que maintenant que vous avez ce plan en mouvement, vous ne pouvez pas avoir de changement de gouvernement. D'accord? Donc disons juste qu'ils mettent en œuvre ce plan et qu'ils le font en ce moment, en 2028, les démocrates gagnent, et bien cela gâcherait les choses. D'accord? Donc Trump a besoin d'un... Lui seul peut mettre en œuvre ce plan et rendre l'Amérique
fondamentalement un État policier IA. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce plan ne peut fonctionner que si les Américains ne se soulèvent pas et ne se révoltent pas comme ils l'ont fait pendant la guerre du Vietnam. D'accord? Si vous avez un service national en place, si Trump vise un troisième mandat, il y a d'Américains qui vont protester dans les rues, qui vont se rebeller. D'accord? Vous ne pouvez pas laisser cela se produire pour gâcher les choses. Donc vous avez besoin d'un état de surveillance. ICE est envoyé dans les rues d'Amérique pour attraper des immigrants illégaux. Le problème avec cela est que vous n'avez pas besoin d'ICE, vous avez juste besoin de coopération des autorités étatiques. D'accord? Ce que fait vraiment ICE est essentiellement de créer des conditions communes, l'idée de soldats armés patrouillant dans les rues d'Amérique, dans toutes les grandes villes. D'accord? Et la raison pour laquelle nous pensons cela, ou que nous pouvons le soupçonner, est de regarder leur budget MEC. Regardez ce budget, avant le budget était plutôt stable, puis boum, il monte à 90 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. D'accord? C'est presque comme une nouvelle force de police nationale qui n'est obéissante qu'à Donald Trump. C'est essentiellement la force de police privée de Donald Trump pour mettre en œuvre sa vision, d'accord aussi. Centre de données, les gars. Centre de données, maintenant je sais que certains d'entre vous sont de grands fans de l'intelligence artificielle. Budget was kind of stable, then boom, that's a lot of money, okay? That's almost like a new national police force that is only obedient to Donald Trump. It's basically Donald Trump's private police force in order to implement his vision. Okay. Also, data centers, guys, data centers. Now, I know that some of you are big fans of artificial intelligence, mais l'intelligence artificielle ne rapporte pas vraiment d'argent. ChatGPT, tu peux pas gagner de l'argent. Tu peux pas gagner d'argent avec des petites amies numériques ou des animaux de compagnie numérique. Alors pourquoi l'Amérique construit-elle tous ces centres de données à travers le monde? En fait, le gouvernement fédéral sous Trump a un plan appelé Opération Stargate, où ils vont construire 500 milliards de dollars, d'accord? Ils vont investir 500 milliards de dollars dans la construction de centres de données à travers les États-Unis. Eh bien, tu voudrais construire des centres de données si tu veux créer un état de surveillance IA, n'est-ce pas? Où tout le monde a une ID numérique, une monnaie numérique, et où tout le monde peut être surveillé pour éviter que les gens ne se rebellent contre Trump. Et c'est l'idée, d'accord? Et tu écoutes ça et tu penses, oh mon Dieu, l'Amérique est condamnée, ou Donald Trump va devenir roi pour le reste de sa vie. Il n'y a rien. Eh bien, le problème est que cette idée de conquête impériale n'est en fait pas une nouvelle idée, les gars. Ce n'est vraiment pas le cas. Les empires font cela depuis très longtemps. Cela ne s'est pas bien passé, d'accord? Donc l'objectif, encore une fois, pour résumer, est de créer une situation où tu as une plus grande Amérique du Nord, ou ce qu'ils appellent le technat, d'accord? Et cela devient, tu as des ressources infinies, une main-d'œuvre infinie, et tu peux vendre des armes, des ressources et du financement au reste du monde. Tu veux créer autant de conflits dans le monde. Donc ici, ce sera entre la Chine et le Japon. Ici, ce sera entre l'Iran, Israël et le CCG. Ici, ce sera entre... Fondamentalement, tu veux un monde toujours en guerre pour pouvoir contrôler le monde. Et tout ce que l'Amérique a à faire est de contrôler des points de passage clés, d'accord? Des points de passage stratégiques clés comme Malacca, Hormuz, Gibraltar, Panama. Parce qu'une fois que tu contrôles le point de passage, tu peux contrôler quelle nation obtienne quelles ressources. Si une nation devient trop forte, tu lui donnes moins de ressources. Si une nation est trop faible, tu lui donnes plus. Et en conséquence, tu peux toujours maintenir l'équilibre des pouvoirs dans chaque région. Donc ça semble être un super plan, mais ça va pas fonctionner. Eh bien, à cause de quelque chose appelé nationalisme. Parce que quand tu fais ça, quand tu es un empire et que tu imposes ta volonté sur d'autres nations, ces nations ne sont pas contentes. Donc imagine le Japon, la Corée du Sud, l'Europe. Il y a des gens qui savent qu'ils sont utilisés, n'est-ce pas? Donc finalement, ils vont dire à la fin, nous voulons la paix. Donc, et la façon dont ils vont le faire et qu'ils vont travailler ensemble pour... Tu ne peux pas vraiment attaquer l'Amérique. Maintenant, avec tout l'hémisphère occidental, nous avons des ressources, nous pouvons fabriquer des armes infinies et tu ne peux jamais nous attaquer. Ils peuvent faire ça. Le problème, donc un empire en déclin souffre toujours de corruption et de division. La corruption signifie simplement que, oui, mais devine quoi? La grande majorité, l'Amérique est actuellement dans beaucoup de problèmes parce que c'est un endroit très corrompu. La division signifie que les démocrates et les républicains se battent tout le temps. Donc il est possible qu'alors que l'Amérique est appelée à mener plus de guerres à l'étranger, tu aies une guerre civile en Amérique. L'autre chose est que quand l'Amérique prend le contrôle de toute l'Amérique du Nord, y compris le Canada, donc tu vas avoir des insurrections, d'accord? Et ces trois problèmes, cela va accélérer l'effondrement de l'Empire américain.
D'accord? Et ensuite, tu te demandes, d'accord. Et la réponse est que cela leur profite à court terme, d'accord? C'est une solution à court terme qui crée des problèmes à long terme, mais qui se profitons juste du court terme. D'accord? D'accord? D'accord. Mais pour la... Donc le résultat de ces prédictions sera toujours que l'Amérique va perdre, n'est-ce pas? Ouais. Donc et oui, l'Amérique va perdre la guerre en Iran, d'accord? Elle sera forcée de se retirer d'Iran, mais elle n'a pas vraiment à gagner la guerre. Elle n'a pas à vaincre l'Iran. Elle doit juste maintenir ça du sens parce que les clés sont les points de passage. Ce sont les clés. C'est ce que l'Amérique doit protéger. Et ce qui se passe en Europe. Mais ce que l'Amérique veut faire, c'est créer autant de chaos que possible. Ça a du sens, d'accord? L'Amérique ne se de c'est pas le gros, c'est pas le but. Le but est de maintenir le contrôle. Ouais, oh, regarde, d'accord. Ce que fait l'Amérique, c'est ridicule. C'est vraiment évident. Il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. Il n'y a rien que tu puisses faire. Donc la question est, que se passe-t-il à long terme? Eh bien, à long terme, la Russie va défier l'Amérique dans ses points de passage, d'accord? Et cela se produit déjà à Cuba, d'accord? Cuba est ici. Et nous en discuterons dans... Donc, ce que la Russie va faire, c'est établir essentiellement sa propre marine pour défier la marine américaine. Et la Russie ne peut pas gagner contre la marine américaine, mais ce qu'elle peut faire, c'est mener une guerre d'attrition contre... C'est le numéro un. Le numéro... Donc ce qui va se passer, c'est que la Russie et l'Amérique vont se concurrencer, d'accord? Et la plupart du monde va finalement se ranger du côté de la Russie pour équilibrer les États-Unis, parce que les États-Unis sont trop tyranniques. Et à ce stade, à court terme, la Chine n'a d'autre choix que de travailler avec la Russie. Ça a du sens, d'accord. Donc, ma question... So, my question is about how Trump is going to deal with the internal conflict in America. Comme il y a, en ce moment, il n'avait qu'environ 37% de taux de soutien. Et les démocrates n'étaient pas d'accord avec son plan. Alors, comment va-t-il faire à ce sujet? Et si le parti démocrate n'était pas d'accord avec le plan de Trump, quel est le plan des démocrates pour l'Amérique? D'accord, ouais. Tout d'abord, les démocrates n'ont pas de plan. C'est pourquoi l'Amérique est dans tant de problèmes. Car les démocrates n'ont en fait aucun plan. Donc, même si les démocrates gagnaient les élections en 2028, ce qu'ils feraient probablement, c'est continuer le plan de Trump. Parce qu'ils n'ont pas de plan. Le plan de Trump pour rester au pouvoir est juste de tricher, d'accord? Il gagnera les élections, il trichera. C'est son plan pour l'avenir. Et il s'en sortira probablement, d'accord? D'autres questions? D'accord? Nous continuerons.